принято решение о проведении специальной военной операции. En février 2022, Vladimir Poutine annonce au monde entier envahir l'Ukraine dans le but de chasser le pouvoir en place qu'il considère comme nazi. Il espérait une guerre éclair, c'est raté, voilà 4 ans que le conflit fait rage. Pourtant, en théorie, l'armée russe avait un avantage. En 2022, elle comptait 4 fois plus de soldats, 3 fois plus de chars et un budget 10 fois supérieur à celle de son voisin. Mais dès les premières semaines, les troupes russes peinent à avancer dans le nord et dans l'est du pays. Après 5 semaines de conflit, celles-ci se retirent finalement de toute la région de Kiev pour se concentrer sur le Donbass et notamment la ville de Mariupol à l'est. Et 4 ans plus tard, l'essoufflement sur le front se fait sentir. Dans une étude publiée fin janvier par le Center for Strategic and International Studies, un think tank de référence à Washington, plus de 1,2 million de soldats ont été tués, blessés ou disparus côté russe depuis le début de l'invasion, contre 500 000 à 600 000 côté ukrainien. Et dans les rangs russes, tout le monde ne risque pas sa peau au même niveau. Selon une analyse menée par le journal indépendant russe The Bell, à partir des données de 170 000 victimes identifiées de la guerre, les habitants de régions pauvres et reculées comme la Bouriatie ou la Tchoukotka ont 25 fois plus de risques de périr sur le front que ceux de métropoles urbaines comme Moscou ou Saint-Pétersbourg. En cause, la proportion plus élevée de combattants issus de ces régions défavorisées dans les rangs, attirés par les soldes mirobolantes promises lors de l'engagement. Pour renflouer ses troupes, Moscou s'est aussi tourné vers le recrutement de combattants étrangers. Dans Bloomberg, John Healey a évoqué la présence de soldats indiens, pakistanais, népalais ou même cubains, en plus des 17 000 nord-coréens envoyés au front par le régime de Kim Jong-un. En novembre dernier, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, avait aussi indiqué qu'au moins 1436 ressortissants de 36 pays d'Afrique se battaient aux côtés des Russes. Tout ça, pourquoi ? Pour seulement 12% du territoire ukrainien, auquel s'ajoutent les 8% pris en 2014 lors de l'annexion de la Crimée et la conquête du parti du Donbass. Sur la seule année 2025, l'armée russe n'a mis la main que sur 4800 km² de l'Ukraine, soit un peu moins que le département de l'Ariège, au prix de 415 000 pertes humaines. Et si Moscou a tant de mal à conquérir le territoire ukrainien, c'est aussi par son manque de connaissances et d'organisation. D'abord, l'armée russe maîtrise très mal le ciel. Ses avions de combat, pourtant beaucoup plus nombreux, ne sont équipés que de bombes non guidées qui manquent de précision. Pour réussir à toucher les défenses anti-aériennes ukrainiennes, les avions et hélicoptères russes doivent donc voler beaucoup plus bas, ce qui les rend vulnérables aux systèmes de défense anti-aériens, notamment les systèmes légers utilisés en masse par Kiev. Au sol aussi, la Russie rencontre des difficultés. Son armée est surtout entraînée pour combattre en terrain dégagé avec de la grosse artillerie et des chars. Sauf qu'en Ukraine, la plupart des combats ont lieu en ville. Les soldats doivent donc descendre des tanks pour se battre à pied. Et là, c'est l'assaillant qui se met le plus en danger car il faut environ 4 à 5 attaquants pour un défenseur, explique l'analyste géopolitique Ulrich Buna. Malgré l'essoufflement sur le front, une chose paraît certaine, la Russie ne semble pas prête d'arrêter cette guerre qu'elle a déclenchée. Pour financer son invasion, le président Vladimir Poutine a mis toute l'économie en tension. Les dépenses militaires ont été multipliées par 3 depuis 2021, 10% du PIB est consacré à la défense et à l'industrie militaire et 40% du budget de l'État. En revanche, les revenus des hydrocarbures qui composent l'habituel poumon économique du pays s'effondrent à cause de la baisse des cours mondiaux et des effets des sanctions obligeant à vendre avec une décote. La Russie est donc dans une véritable économie de guerre, mais pour combien de temps ? Pour l'instant ça tient, mais on voit des premiers signes de faiblesse. La croissance est au ralenti selon des chiffres récents, 4 fois moins importante en 2025 qu'en 2024. Le fonds souverain russe, la réserve financière du pays, qui sert notamment à payer les retraites, ne fait que baisser depuis le début de la guerre, alors qu'il est censé être au moins au même niveau pour garantir la bonne santé financière du pays. Rien qui puisse inquiéter la population, que ce soit celle restée au pays ou ceux partis sur le front. Parce qu'à leur échelle, la guerre, ça devient presque un véritable business. Les soldats partis au front, érigés en héros, touchent une solde minimale de 195 000 roubles, soit 2150 €, quand le salaire minimum en Russie est de 27 000 roubles, soit 294 €. Et en cas de blessure, voire de décès, la famille du soldat peut toucher en moyenne 15,2 millions de roubles, soit la somme colossale de 168 000 €. C'est plus que ce qu'un ouvrier peut gagner au cours de toute une vie de travail. Les Russes nomment cet argent grobovie, littéralement l'argent cercueil. Des montants qui attirent toutes les convoitises, provoquant de multiples conflits au cœur des familles, transformés à la télé en séquences loufoques, le tout au service de la propagande de guerre. Alors le narratif a un peu changé, je dirais, depuis le début de la guerre en Ukraine. Avant 2014, les Ukrainiens, l'Ukraine étaient désignés comme des frères. Puis après 2014, il est devenu l'autre, c'est-à-dire l'autre radical, l'autre, l'ennemi en quelque
quelque sorte. Et puis en 2022, avec l'invasion des troupes russes en Ukraine, là, nous avons assisté à un retour finalement à ces narratifs de la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, qui est le ciment utilisé pour justifier cette guerre et la faire accepter par les Russes en Russie. Alors en utilisant des mots qui résonnent chez les Russes, les nazis, le nazisme occidental, le fascisme occidental. Donc c'est un retour à l'histoire qui s'applique au présent pour justifier cette guerre, et elle défend également les valeurs occidentales, les valeurs chrétiennes contre ce fascisme qui vient de l'Ouest et principalement ce fascisme ukrainien.